Donc j'ai beaucoup travaillé sur cette thématique de rétention. Et en fait, j'en suis venue à me dire il faut que je teste en fait un changement de business model. Et ce changement de business model, ça a été la proposition d'un membership, donc d'un abonnement sur Casidomi, qui est une sorte de carte de fidélité, qui est aujourd'hui encore vraiment au centre en fait du business model. Une sorte de carte de fidélité que le client paye, qui coûte 59 € par an la première année, et qui donne ensuite accès à des réductions sur l'ensemble des produits du site. Donc en fait, on a fait le choix, si tu veux, de troquer un petit peu les marges qu'on fait sur les produits contre de la fidélité client. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et de l'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. On va passer un moment avec une personne qui a l'entrepreneuriat chevillé au corps, une personne qui inspire par sa ténacité, son engagement et ses convictions. Je reçois Emna Everard, entrepreneuse belge, une jeune femme qui vit par passion, et parmi ses passions, il y en a une qui sort du lot très tôt. Je veux nommer la nutrition. Bien se nourrir, prendre soin de son corps, de soi, de la planète. Cette passion se transforme très vite en mission, permettre à chacun d'avoir accès à des produits sains, respectueux du corps et de la nature. Casidomi, qui vient de l'allocution latine quasi domi, comme à la maison, est né en 2016, un projet solo au départ, monté de toutes pièces par les faibles compétences techniques et les petites économies d'Emna, un site e-commerce qui propose une sélection de produits triés sur le volet, et c'est désormais une société qui emploie près de 75 personnes, qui peut compter une solide communauté de plus de 150 000 abonnés sur Insta par exemple, et qui, pour continuer d'innover et d'apporter au plus grand nombre cet équilibre alimentaire tant nécessaire. Salut Emna, merci de faire une halte au micro d'Innovation Leaders. Merci Geoffrey, quelle belle introduction, bonjour à tous. Ouais, bien content de t'avoir, déjà parce que t'es une femme et il y en a eu trop peu à ce micro, et ensuite parce que ton parcours et tes combats m'inspirent. Moi je suis ravi de pouvoir contribuer à les faire connaître au plus grand nombre et accessoirement apprendre pas mal de choses au passage. Avant de parler de la nutrition et de ta vision un peu de cet univers et de ses enjeux, j'aimerais bien comprendre qui tu es, quelles sont tes origines, ton parcours avant la vie Casidomi, parce que tu as eu une vie avant Casidomi. Voilà, qui es-tu? Où est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu es plutôt ingénieur? Est-ce que tu es plutôt une fibre commerciale? Est-ce que tu es une rêveuse, une doueuse? Un mix de tout, j'ai l'impression, mais je te laisse la parole. Mais écoute, moi j'ai un parcours qui est assez court. Pourquoi? Parce que j'ai lancé Casidomi quand j'étais encore étudiante. Donc ça a été ma première expérience, l'expérience sur laquelle j'ai fait un peu mes essais, mes erreurs, mais du coup ça fait 7 ans là que j'ai été diplômée, et 7 ans du coup que l'entreprise existe, enfin bientôt 7 ans, on va bientôt fêter nos 7 ans. Et pour donner un petit peu de contexte, comment je suis tombée dans la marmite, et on en discutera beaucoup, je sais, mais j'ai la chance d'être née dans une famille de médecins, et mon père est spécialisé dans tout ce qui touche à la nutrition, et il a fait pas mal de médecine sportive, etc. Donc depuis toute petite en fait, j'ai un papa qui m'explique qu'il faut plutôt consommer tel ou tel produit, pas consommer ces produits-là, qui m'explique qu'il faut faire du sport, que le bien-être c'est super important, que penser à soi, et de temps en temps de temps en temps réussir à faire la part des choses en faisant du sport, en se nourrissant bien, etc. Mais clairement ça contribue aussi derrière à un bien-être pro, et donc voilà, j'ai eu cette chance-là, et c'est clairement lui qui m'a inspirée en fait à lancer Casidomi. Pourquoi? Parce que lui, en tant que médecin, il avait un petit peu en tant que médecin, il a pas la possibilité de faire du commerce parce qu'un médecin n'est pas autorisé à faire du commerce. Et donc depuis toute petite, il me dit mais Emna, en fait c'est pas normal que le retail, les supermarchés en fait proposent des produits qui soient pas bons pour la santé, proposent des produits qui soient bourrés d'additifs nocifs, proposent des produits qui contribuent à l'augmentation des maladies chroniques, augmentation de l'obésité, etc. Et donc il faut faire quelque chose, quoi. Il y a quelque chose à faire. Il faut disrupter en fait ce marché-là. Et donc à force d'avoir un père qui me bassinait en fait là-dessus, je me suis dit mais en fait moi qui suis passionnée par ces sujets-là,
pourquoi ne pas me lancer moi-même dans l'entrepreneuriat et pourquoi ne pas faire cette disruption moi-même. Et donc, ouais, j'ai été la grande fierté, je pense, de mon père le jour où je lui ai dit, écoute, je me lance, ça y est, ce que toi, t'as pas pu faire, ben moi, je vais essayer de le faire et je vais essayer de le faire potentiellement avec ton aide parce qu'il m'a beaucoup forcément aidé au début et continue à m'aider pas mal aujourd'hui. Donc voilà un petit peu d'où est sorti le projet Quasi Demi. Et sinon, à titre plus perso, moi, je vis à Bruxelles depuis toujours. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est à Bruxelles, une équipe qui est à Paris. Donc, je travaille aussi beaucoup sur la France. La France est d'ailleurs notre plus gros marché aujourd'hui, mais j'ai décidé de rester sur le marché belge que je connais bien, sur lequel j'ai eu l'occasion de me faire pas mal de contacts. Et donc voilà, je continue un petit peu à faire des allers-retours entre les deux. Mais donc voilà, et qui est-ce que je suis? Sinon, je suis une passionnée de sport. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Quelqu'un qui a la bougeotte. Je pense que mes fringues préférées, si on pose la question aux personnes autour de moi, ça va être la tenue sportive et les baskets. Donc j'ai vraiment ce besoin et cette énergie un petit peu débordante. Qui fait que ouais, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est ouais, j'ai pas mal d'idées, j'ai besoin de bouger. Je suis pas quelqu'un qui est là pour rester devant son bureau à faire des choses administratives ou attendre que les choses se passent. Donc voilà un petit peu ce qui me caractérise. Voilà, je sais pas si je réponds à ta question. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je dévoile pas trop la suite non plus. Oui, tu m'as lancé pas mal de perches parce que on a beaucoup de sujets à ce micro où des entrepreneurs comme toi sont fans de sport, sauf qu'eux, ils ont pas le temps de le faire. Donc toi, apparemment, tu as réussi à trouver le temps. Donc on parlera un peu comment tu t'organises d'un point de vue perso pour caler ça. Après, tu m'as parlé de famille de médecins, mais ça explique une partie du sujet. Ça explique pas forcément la logique entrepreneuriale, parce que c'est pas forcément un monde qui est toujours compatible avec l'entrepreneuriat. Et après, bien sûr, cette partie de contact, on verra aussi que c'est un de tes talents d'établir des contacts, parce que tu me parlais que de ton réseau qui s'est bien développé en Belgique. Mais j'ai envie de revenir sur la partie nutrition. Parce qu'en fait, on parle de bien-être, on va dire personnel, mais il y a quand même une dimension, et tu me corrigeras si je me trompe, mais qui est aussi du bien-être par rapport à la planète et à l'environnement, qui est quand même très présent chez Quasi Demi, et qui a été ajouté entre-temps. Et tu vois, bon, je parle beaucoup, mais un type comme moi qui est très éloigné de ce que tu peux voir toi et comprendre de cet univers, je suis assez basique, je connais rien aux aliments, je sais pas ce dont j'ai besoin au quotidien, je sais à peine la différence entre le sucre naturel et le sucre de synthèse. Et pourtant, avec le rythme que j'ai, je me rends compte qu'une alimentation saine influence pas mal mon quotidien, mon corps, mon tempérament, mon énergie. Et il y a un univers que je connais pas et qui pourrait ou devrait, je trouve, être enseigné à l'école. Et ce bien-être personnel associé au bien-être de la planète aujourd'hui, qui est un enjeu fort, sont des dimensions qui sont liées à l'alimentation, à la nutrition. Et je sais pas si tu peux m'aider à comprendre la place peut-être que devrait avoir la nutrition chez chacun, et aussi l'enjeu environnemental qui est lié à cette nutrition. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre, toi, le niveau de compréhension et de lecture que tu as de ces deux dimensions-là, pour des gens qui sont peut-être un peu plus novices dans le sujet? Mais, ouais, clairement, ce sont des choses qui sont très importantes. Pour revenir sur une des choses que tu as dites, en fait, c'est vrai qu'il y a peu de gens en fait qui ont conscience du fait que il faut faire attention à son alimentation, je pense que faut faire attention à la planète. S'il y en a qui le savent pas aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci parce que toute l'information qu'on a et le nombre de fois où on en parle, je pense qu'il y a vraiment une considération qui se fait, qui est de plus en plus importante. Pour revenir sur la nutrition, c'est pas enseigné dans les écoles aujourd'hui, ou voire très peu, parfois dans certaines petites écoles, etc. Mais c'est souvent pas dans les programmes qui sont construits avec l'État. C'est pas enseigné non plus très peu dans les études de médecine, ce que moi je trouve assez choquant. En fait, tu vas avoir des cours de biologie, mais dans ton cours de biologie, en fait, le chapitre nutrition, c'est 1 heure de cours. J'ai ma petite sœur qui vient de terminer ses études de médecine là, il y a une année ou deux. Elle a rien eu sur la nutrition, à part c'est quoi les lipides, protéines, glucides, etc. Enfin, des sujets très très basiques, mais ça n'a pas été au-delà. Alors qu'aujourd'hui, on le voit, en fait, c'est prouvé scientifiquement, une bonne alimentation contribue en fait au bien-être de l'individu, contribue à la réduction derrière
des maladies chroniques, contribue à la réduction du risque d'obésité, etc., de problèmes de manière générale. Et donc, si on s'alimente aujourd'hui correctement, on a un risque qui est moins élevé derrière d'avoir des problèmes. Et donc moi, je pense on que influence positivement sa vie, ouais. Enfin, c'est un des moyens, en tout cas, d'avoir une influence positive sur soi. ouais, clairement, il y en a plusieurs. Le sport en est une, un bon work-life balance, etc. Il y a pas mal de choses forcément qui doivent rentrer en considération. Le sommeil aussi, super important. Mais la nutrition est clairement un facteur clé. Et aujourd'hui, la manière dont on doit voir la nutrition, c'est une manière en fait de prévenir des maladies. On a eu l'habitude ces dernières années de en fait consommer un peu n'importe comment, de pas trop regarder les étiquettes, de pas trop regarder la quantité de produits qu'on consomme, etc. Et puis derrière, quand il y a un problème, en fait, on va voir un médecin parce que ah ouais, on a mal ici, on a mal là, on a de l'inflammation, on a pris trop de poids, etc. Et donc on va voir des médecins, on prend des médicaments, etc. En fait, c'est pas ça qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est avoir une bonne alimentation, un bon mode de vie, et alors derrière, a priori, il y a beaucoup moins de risques de devoir aller soigner les problèmes, etc. Aujourd'hui, notre alimentation, une chose qui est importante aussi, c'est que elle est moins riche qu'avant. Il y a moins de bonnes choses pour simplifier les choses que dans notre alimentation d'avant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on fait de la production de masse et du coup forcément les sols sont plus pauvres et du coup derrière il y a moins de bons minéraux, etc. dans les produits qu'on va consommer. Et donc il y a parfois cette nécessité de complémenter notre alimentation avec des compléments alimentaires. Notamment des compléments alimentaires qui sont importants aujourd'hui et qu'on consomme en trop petite quantité. Ça va être la vitamine D, qui est hyper importante, dont on parle beaucoup, mais aujourd'hui, à part si on vit au bord de la mer et qu'on a du soleil, etc., on a dans la majeure partie des cas une carence en vitamine D, donc ça vaut la peine d'aller se complémenter là-dedans. Donc il y a quelques compléments alimentaires comme ça qui valent clairement la peine d'être ajoutés à notre alimentation et qui permettent derrière en fait d'aller réduire les risques. À titre purement perso, moi ce que je fais c'est une prise de sang tous les 6 mois dans laquelle je regarde en fait toute une série de critères et donc je vais regarder quel est mon taux de fer, quels sont mes taux de ça, etc. Et pour chacun de ces taux, en fait il y a une valeur idéale. Et ce que je vois, c'est que je suis dans cette valeur idéale pour beaucoup de choses. Je le suis pas dans d'autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comme je fais cette prise de sang tous les 6 mois, j'ai 6 mois en fait pour la corriger s'il y a quelque chose qui va pas. Et soit je vais la corriger en adaptant mon alimentation. Si à un moment j'ai mangé, je sais pas moi, trop gras, trop de sucre, etc., je vais me dire ok, je vais faire plus attention. Et c'est clair que après, je vais voir l'impact sur les taux de graisse, de sucre, etc., qu'on va retrouver dans mon sang. Si j'arrive pas à le corriger via mon alimentation, j'ai cette possibilité de me complémenter, etc. Et ça, c'est vraiment scientifiquement prouvé que derrière, il y a un impact parce qu'on regarde purement, en fait, c'est une prise de sang. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans le sang, si derrière les facteurs sont verts, il y a plus de probabilité de vivre mieux, on va dire. Donc voilà un peu pour ma vision de la nutrition et je pense que et ça pour le commun des mortels, on parlait de coaching il y a pas longtemps dans un épisode avec Adrien Falcon et le coaching alimentaire peut exister sans passer par un coach alimentaire. Qui peut nous aider? Il y a des nutritionnistes, c'est a priori des nutritionnistes qui peuvent nous guider un peu dans tout ça en disant voilà les taux que vous devriez avoir par rapport à votre morphologie ou. Ouais, il y a des nutritionnistes aujourd'hui. Faire une prise de sang, ça se fait à peu près partout. Donc c'est pas très très compliqué. Et en fait, les principes de la nutrition sont assez simples. Je pense que si on n'a pas envie d'aller dépenser de l'argent chez un nutritionniste et tout, il y a des bouquins, il y a de l'information qui est accessible, qui est très simple. Il y a Yuka notamment qui a lancé un bouquin qui s'appelle La nutrition, quelque chose, ou le guide de l'alimentation, un bouquin qui est super bien fait, qui explique vraiment les concepts de base. Et à la fin du bouquin, en vrai, t'as compris que il fallait faire attention au type de graisse que tu consommes, qu'il fallait faire attention aussi à la quantité de sucre, etc. Et dans le bouquin, c'est vraiment bien listé quels sont les ingrédients ou les aliments en fait auxquels il faut faire attention. Après, pour moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment des étiquettes courtes et des étiquettes que vous comprenez. À partir du moment où il y a plein d'ingrédients que vous comprenez pas, en fait, il y a un gros risque que ce soit des additifs. La plupart des additifs sont a priori pas super top pour la santé. Il y en a qui sont naturels et qui posent pas de problème, mais il y a beaucoup d'additifs qui ont été créés en fait pour
améliorer le goût, pour améliorer la couleur, etc. et qui sont des additifs synthétiques qui, dans certains cas, sont même parfois cancérigènes. Enfin, où il y a des études qui prouvent qu'il y a un plus haut risque derrière d'avoir un cancer, par exemple, si cet additif est consommé en trop grande quantité. Donc, c'est fou aujourd'hui que, en fait, les additifs soient pas mieux régulés parce qu'il y en a certains où clairement ils sont pas encore au top. À nouveau, il y a un petit bouquin qui s'appelle, je pense, Ouais. le guide des additifs qui explique vraiment dans le détail qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui l'est pas. Euh, et donc ouais, voilà. Franchement, moi, si j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, etc. J'achète des produits qui sont bruts, pas trop transformés, et je m'assure que les étiquettes, je les comprends. Et alors, en fait, automatiquement, on se dirige moins vers des produits qui sont ultra transformés, moins vers des produits trop sucrés, etc. En fait. Et à l'époque, c'est ce qu'on faisait. À l'époque, on consommait pas de boissons sucrées dans lesquelles il y a 15 ingrédients différents. On consommait pas de paquets de chips ou de biscuits dans lesquels ouais, il y avait plein de etc. Ça n'existait pas en fait. On allait consommer des produits, soit on allait aller acheter soi-même au marché, qu'on allait cuisiner soi-même, soit si on n'avait pas le temps de faire ça, des produits assez peu complexes. Et en fait, l'industrie a fait qu'on a évolué vers des modes de consommation qui aujourd'hui sont tels qu'ils sont, mais aussi parce que le consommateur, en fait, voulait manger des beaux produits, des produits qui étaient bons, avec un maximum de goût, des produits aussi avec des dates de péremption qui sont longues. Ça, il faut le savoir, mais au plus un produit a une date de péremption qui est éloignée, au plus derrière, il y a un risque, en fait, qu'on ait rajouté du sel pour le conserver. Le sel, on consomme déjà trop. Et de nouveau, le sel peut être un aggraveur dans certains cas de certains types de maladies, mais donc ou d'autres types d'additifs justement pour allonger la durée de vie de l'aliment. Donc voilà, il faut faire attention et ouais, je pense que le plus simple c'est vraiment des listes d'ingrédients qu'on comprend et si on les comprend pas, ça veut pas toujours dire qu'on peut pas les consommer. Notamment par exemple, on parle beaucoup d'alimentation et de nutrition là maintenant, mais c'est valable aussi dans l'industrie de la cosmétique ou dans l'industrie de la cosmétique, il y a aussi de tout et n'importe quoi, en fait. Et les cosmétiques, au final, c'est des produits qu'on va mettre sur notre peau qui vont pénétrer, en fait, à l'intérieur de notre corps. Et donc, c'est tout aussi mauvais de mettre un cosmétique avec des crasses, on va dire, dedans, que de consommer un produit dans lequel ouais, il y a plein de choses qui sont mauvaises. Donc, il faut faire aussi attention. Et dans les cosmétiques, par contre, c'est plus difficile de soi-même juger en fait de la qualité du cosmétique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de noms en latin, il y a des trucs. Ouais, franchement, même moi aujourd'hui, quand je lis un cosmétique, enfin la description d'un cosmétique, alors que j'ai quand même pas mal d'expérience, c'est rare que je connaisse toute la liste des ingrédients. Et donc pour ça, ça vaut la peine. Il y a des apps qui existent pour scanner ces produits-là, et ça vaut la peine de se renseigner un petit peu. Après, pour conclure, c'est pas parce que on consomme de temps en temps un produit qui est pas sain ou qu'on met une fois ouais, du maquillage qui est pas qualitatif sur sa peau qu'on va avoir des problèmes. Donc il faut pas être extrême non plus, il faut aussi de temps en temps pouvoir se faire plaisir, etc. Ce qui compte en fait, c'est que globalement on ait un mode de consommation qui soit bon et globalement ouais, on consomme pas trop de produits qui sont trop sucrés, trop salés, etc. Si de temps en temps on fait un cracking, c'est pas grave et c'est bien, il faut se faire plaisir. Bon, eh ben je retiens aussi que apparemment ce qui me paraissait pas forcément évident, mais que la compréhension de l'équilibre alimentaire est plus simple peut-être qu'il n'y paraît. Donc je m'y pencherai. Maintenant de là à en faire une boîte, c'est pas tout à fait naturel de monter sa boîte. Ton père a contribué largement à t'ouvrir les yeux sur cet univers-là. À quel moment tu te dis qu'en fait tu vas pas en faire un métier dans le sens où tu vas pas être nutritionniste, mais que tu vas faire du business autour de ça et que tu vas montrer ta propre boutique? Alors il y a deux personnes en fait qui ont été clés dans cette décision. Ça a été mon grand-père et mon oncle Éric Évrard, qui ont tous les deux été plutôt des businessmen, entrepreneurs aussi, et qui avaient beaucoup d'influence sur moi au début. Moi, j'étais très inspirée. J'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père quand j'étais plus jeune parce que mon père s'est formé pas mal à l'étranger. Et donc, ouais, lui il me disait, Emna, il faut que tu fasses. Lui avait fait HEC. Il avait démarré à HEC Paris et puis il a bougé à HEC Nancy. Mais donc, il me disait, il faut que tu fasses une école de commerce. C'est le plus prestigieux. Fais pas médecine. Il faut que tu fasses quelque chose de différent de tes parents. Il faut que tu sortes un petit peu du cocon familial. Et puis, j'avais la chance d'avoir mon oncle qui était,
que j'ai vu en fait grandir. Il a lancé une boîte. Il a commencé en lançant un magazine à destination des étudiants dans lesquels il faisait de la pub en fait avec d'autres marques. Donc il y avait des marques qui payaient pour être dans ce magazine, et puis il faisait aussi du chouette contenu. Et puis après ça, il a lancé le salon de l'étudiant, et donc c'était un salon dans lequel des marques pouvaient payer et avoir des stands. Et puis après ça, il a en fait appliqué ce modèle du salon à plein d'autres secteurs. Donc il a fait le salon du packaging, le salon de l'art, etc. Et aujourd'hui, c'est un entrepreneur hyper successful, qui a une équipe de 500-600 employés, une boîte qui organise des salons partout à travers le monde. Et c'est quelqu'un qui est parti de zéro, que j'ai vu traverser des défis, mais aussi célébrer des victoires, etc. Et donc je me disais, waouh, en fait, ça a l'air génial ce qu'il fait. Qui a été assez impliqué, qui a été assez méga impliqué, dans le Quasi-Demi. Hyper impliqué. Ouais. Et qu'il est encore aujourd'hui. Ça a été la première personne, au bout de 6 mois, quand je faisais 3 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai été le voir et j'ai été lui dire, écoute, voilà, j'ai mon projet, aujourd'hui j'ai besoin de fonds. Il y a un peu de traction, c'était un peu de traction parce que 3 000 euros de CA, c'était pas grand chose. Et ça a été la première personne à dire, OK, je mets des billes et j'investis. Et aujourd'hui, il nous suit encore dans l'entreprise. C'est le président de notre conseil d'administration. Et ouais, je pense qu'on s'appelle une fois par semaine pour discuter de sujets business, etc. Et c'est une chance incroyable d'avoir à la fois quelqu'un de proche et qui te connaît bien, et en même temps un entrepreneur hors pair qui est passé par les mêmes étapes que toi, entre guillemets. Bon, lui à une autre échelle aujourd'hui, mais ça a été quelqu'un qui est passé par des périodes difficiles. Mais il a commencé de zéro aussi. Il a commencé de zéro, ouais, exactement. Et donc voilà, ces deux personnes m'ont vraiment beaucoup inspiré, et ont fait qu'à un moment je me suis dit, il y avait aussi à 18 ans en fait, t'as pas envie de faire la même chose que tes parents, t'as aussi envie en fait de sortir de chez toi, de leur montrer que t'es capable de faire autre chose, etc. Donc je me suis pas posé très très longtemps la question. J'aimais beaucoup le sujet de la nutrition, mais j'avais envie de tracer ma propre route, et c'était une belle manière de le faire. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering, et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! Par quoi on commence? Une fois que tu te dis, allez, je me lance, moi j'ai envie de dire le setup tech de l'époque est pas le même qu'aujourd'hui. Ça va vite. Aujourd'hui, il y a des Shopify & Co. Je sais pas si ça existait à l'époque, mais par quoi tu commences une fois que tu te dis que tu veux te lancer ça? Déjà, la vision du départ est la même que celle d'aujourd'hui, ou t'as pivoté entre temps? Et puis une fois que tu t'es dit, allez, je me lance, tu commences par quoi d'un point de vue tech, d'un point de vue aussi produit? Ouais. Alors la vision est restée globalement la même, oui, celle d'aider les gens à mieux consommer. Et aujourd'hui, on continue à sélectionner en fait les produits pour le consommateur. Et donc aujourd'hui, a priori, les étiquettes justement des produits sur Quasi-Demi, elles sont assez courtes. Nous, on s'assure derrière qu'il n'y ait pas de mauvais ingrédients, etc. Donc on fait ce travail justement de sélectionneur pour simplifier la vie des gens qui ont pas le temps en fait de regarder les étiquettes, ou même tout simplement pas la connaissance. Et donc ça, c'est vraiment resté notre driver. À cela, c'est ajouter la dimension environnementale, dont on parlait assez peu au final il y a 7 ans. C'était il y a pas très longtemps, mais il y a 7 ans, en fait, on parlait assez peu ah oui, il faut réduire la quantité de plastique de nos packaging, il faut consommer local. On en parlait assez peu. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années que moi, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de complètement foutre en l'air, entre guillemets, la planète, l'endroit dans lequel on vit. Il faut aussi changer les choses de ce côté-là, et nos modes de consommation clairement contribuent à ça. Et donc ouais, voilà, un petit peu la vision a évolué en tenant compte, je dirais, de l'aspect environnemental, chose qu'on faisait pas beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui clairement c'est au centre de nos préoccupations. Et alors pour répondre à ton autre question, comment est-ce qu'on commence? Ben en fait, être e-commerçant, c'est un métier qui est, on pense souvent que c'est très facile. On se dit ouais, il y a une plateforme toute faite, il y a pas grand-chose à faire, on upload ses produits et tout, mais en fait, ça peut être très difficile. Tu dois gérer plein de métiers, tu dois gérer de la logistique, qui est un métier limite à part, avec des équipes à part, des profils qui sont vachement différents des profils que tu vas avoir dans ton bureau. Tu dois gérer du marketing, tu dois gérer du catalogue, du merchandising, tu dois gérer de l'informatique. Enfin bref, t'as toute une série de métiers différents que tu dois chapeauter. Et au début, quand tu te lances, en fait, tu gères tous ces différents métiers. Donc
tu dois regarder comment tu vas gérer ta logistique. Donc moi, ça a été un des premiers sujets. Je me suis dit, bon, est-ce que je fais ça moi-même? Est-ce que je sous-traite? Est-ce que je le fais en France? Est-ce que je le fais en Belgique, etc. Donc ça a été le premier élément. Deuxième élément, c'était la plateforme tech. Alors moi, j'étais un petit peu naïve au début. J'ai commencé à prendre des cours de code en me disant que je vais développer Casidomi toute seule de A à Z. Mais je savais pas qu'il y avait des Shopify, de l'e-commerce et tout. À l'époque, tu sais, il y avait pas tous ces podcasts, toutes ces success stories. Donc, ouais, il y avait très peu de communication. Qui t'explique. Il y avait très peu de communication sur tout ça, quoi. Et puis assez rapidement, en fait, c'est mon prof de code qui est venu me voir. Il m'a dit, bon, t'as un super projet et tout. Ça me fait de la peine de te voir. Genre, je me dis, en te voyant, ça va te mettre 2 ans, 3 ans, le temps que tu te formes. Je pense que c'est pas la bonne solution. Je connais un outil super qui s'appelle PrestaShop, que tu connais peut-être, qui est l'équivalent de Shopify, qui est français et qui est une plateforme qui te permet d'aller développer un site sans devoir coder toutes les interfaces produits, clients, etc. Et là, quand j'ai découvert que ce truc-là existait, c'était les étoiles dans les yeux. Et donc, j'ai démarré avec PrestaShop. Et puis, le troisième gros élément, ça a été le catalogue. Donc, quel produit j'allais mettre sur le site. Et donc là, j'ai commencé à prendre contact avec des fournisseurs, à établir une charte de sélection avec les médecins avec lesquels je travaillais, avec mon père notamment, etc. Une fois ces 3 choses-là mises en place, là, il fallait faire venir des clients. Donc là, je dirais la seconde phase, ça a été travailler le marketing, la proposition de valeur, la communication de cette proposition de valeur. Et donc voilà, et puis petit à petit les choses se sont déroulées et puis ouais, tout a évolué, hein, parce que ma logistique aujourd'hui, j'ai changé 5 fois d'entrepôt, j'ai sous-traité, désous-traité, resous-traité, l'IT, on était sur PrestaShop, on a fait une migration, maintenant on gère tout sur Symfony, qui est un autre framework. Le catalogue, à l'époque, on faisait que de la cosmétique et on avait 300 produits. Aujourd'hui, on a presque 4000 produits. À l'époque, on faisait que de l'alimentaire, pas de cosmétique, justement. Et aujourd'hui, on a de la cosmétique, des compléments alimentaires, des produits d'entretien, etc. Parce qu'on estime que ça fait partie aussi de ta consommation quotidienne. Ce sont des produits qu'on retrouve dans tous les supermarchés, sur lesquels il y a aussi moyen de faire des efforts. Et donc, ouais, voilà. Au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, il y a des choses sur lesquelles il faut progresser, il y a des choses sur lesquelles tu dois pivoter aussi, parce que ça marche à un moment de la vie de la boîte, ça marche pas à un autre moment. Donc tout a pas mal bougé depuis. Ok, 4000 références aujourd'hui. Tu parlais d'une charte de sélection. Tu peux nous donner les critères de sélection qui permet à un produit d'être référencé chez toi? Ouais, bien sûr. Écoute, déjà il y a une liste en fait très claire d'additifs qu'on n'accepte pas. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a 300 additifs sur le marché, peut-être un peu plus. Il y en a, je pense bien 200 qu'on n'accepte pas chez Casidomi. Donc ça fait quand même déjà un bon tri. Et puis après, dans les autres choses qu'on n'accepte pas, on n'accepte pas l'huile de palme, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de débats dessus et tu sais jamais la traçabilité exacte. Elle est pas toujours néfaste. C'est pas toujours produit dans des circonstances mauvaise pour la planète, etc. Mais le problème, c'est que c'est quasi impossible de connaître la traçabilité exacte. Et donc, on a juste dit, OK, on l'accepte pas. On essaye de favoriser tous les produits qui sont complets, c'est-à-dire on essaye d'exclure autant que possible quand ce n'est pas nécessaire tout ce qui est sucre raffiné, farine raffinée, etc. Et pour te donner l'explication, en fait, la différence entre un sucre complet et un sucre raffiné, c'est que le sucre raffiné, il a été transformé, il a été processé, etc. Et en fait, au plus tu processes un ingrédient, ça vaut pas juste pour le sucre, mais ça vaut aussi, par exemple, pour les farines. Au plus tu les processes, au plus tu vas casser en fait les fibres et du coup, tout ce qui est bons ingrédients, on va dire, disparaissent. Donc ça va être des produits qui sont plus pauvres en fibres, plus pauvres en minéraux, en vitamines, etc. Parce que tu as cassé en fait toutes ces molécules durant le processus de transformation. Et donc ça veut pas dire que de nouveau il y a aucun produit dans lequel tu vas retrouver du sucre blanc ou de la farine blanche, mais on va favoriser une grande majorité de produits qui vont avoir des produits qui sont de nouveau des ingrédients qui sont de nouveau les moins transformés possibles. Donc quand c'est possible et qu'on trouve une alternative sur le marché qui est plus saine, on va essayer de pas proposer du sucre blanc, par exemple. On n'a pas de sucre blanc sur Casidomi, mais par contre, on va avoir 5-6 sortes de sucre complètes, différents, du sucre de coco qui va être meilleur pour la santé avec un meilleur indice glycémique. On va avoir du sirop d'agave qui, à nouveau, est meilleur que le sucre blanc. On va avoir du sucre complet, mais de nouveau, on va pas avoir le sucre blanc classique qu'on retrouve parce que
tu sais sucrer un produit avec du sucre complet qui va être meilleur. Alors ça reste du sucre, donc ça reste pas top. Il faut pas consommer le produit à la petite cuillère, mais par contre clairement c'est meilleur. Et donc voilà, on a cette charte qui est disponible sur le site. On est très transparent sur cette charte et ça nous permet aussi d'être très sélectif en fait et d'avoir un discours qui est assez simple auprès des fournisseurs. On a souvent des marques qui nous contactent en disant voilà, rajouter nos produits. Pour nous c'est très facile de dire oui ou non ça vaut la peine de poursuivre les discussions, parce que si les ingrédients qui sont proposés conviennent pas, voilà, c'est un no-go direct. Par contre, si ça convient, ça répond à un trou dans le catalogue, à une demande client, ou que je sais pas moi, il y a une utilisation qui fait que ce serait intéressant de rajouter le produit, on va potentiellement le rajouter derrière. Et autre chose, il y a part importante de produits entre guillemets, non pas entre guillemets, mais de marques quasi demi. Est-ce que c'est un élément entre guillemets un peu marketing, un peu comme des MDD, ou est-ce qu'il y a une démarche de votre côté de création de votre propre ligne de produits avec une influence dans la composition, la création du produit en lui-même? Ouais. Alors il y a 3 raisons pour la MDD. Donc la première, comme tu dis, c'est sympa, c'est du branding, c'est du marketing, tu mets ta marque en avant, etc. La deuxième, c'est la composition. En fait, comme tu travailles directement avec le producteur et pas avec des marques tierces, tu peux dire au producteur je veux moins de sel, je veux pas d'additifs, on change ce produit-là, etc. Titre d'exemple, par exemple, la plupart des conserves qu'on retrouve dans les supermarchés, il y a du sel qui est rajouté. Mais nous, on a réussi à développer des conserves dans lesquelles il n'y a pas de sel ajouté. Et de nouveau, je l'ai mentionné, mais le sel, on en consomme déjà trop. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut en rajouter dans les ingrédients? Voilà, je vais pas rentrer dans le débat, mais donc ça, c'est un exemple d'un produit. On a développé des sauces tomates. Dans la plupart des sauces tomates qu'on retrouve dans les supermarchés, il y a du sucre. Et de nouveau, nous, on s'est dit, est-ce qu'on a besoin d'aller rajouter du sucre? Déjà, c'est plus sympa de consommer du sucre pour faire un vrai cracking plutôt que dans une sauce tomate. On sait faire des bonnes sauces tomates sans sucre. Donc, à nouveau, tout ça pour dire que, en fait, le fait de travailler en direct avec le producteur nous permet d'aller, en fait, proposer le meilleur produit et de renforcer notre proposition de valeur, de renforcer, en fait, nos convictions qui sont qu'il faut proposer des produits qui sont vraiment sains pour le consommateur. Le troisième élément, c'est le prix. En fait, il y a beaucoup d'acteurs. On s'en rend pas forcément compte en tant que consommateur, mais très souvent, donc, il y a un producteur. Et puis après, on va avoir un fournisseur qui est la marque, en gros, qui va labelliser le produit du producteur. Et puis, on va avoir un distributeur ou un grossiste qui va être un espèce d'agglomérateur de fournisseurs. Et donc, qui va proposer des marques de 10, 15, 20 fournisseurs différents. Et puis, seulement, il y a le supermarché. Et donc, ça fait qu'il y a en fait 3 intermédiaires avant d'arriver dans le supermarché. Chacun de ces intermédiaires travaille et donc chacun de ces intermédiaires va demander forcément rémunération, ce qui fait qu'à la fin le prix que va payer le consommateur, il va être impacté par le nombre d'intermédiaires qu'il y a avant. Si tu travailles directement avec le producteur, tu supprimes les intermédiaires et donc tu as accès en fait à un prix qui est plus intéressant toi en tant que supermarché, prix que tu peux répercuter sur le consommateur final. Et c'est pour ça que très souvent la MDD qu'on voit dans les supermarchés qu'on connaît, elle est moins chère que les autres marques en fait. C'est parce que il n'y a pas eu d'intermédiaires qui se sont glissés dans la chaîne et que du coup la marque a accès à un prix plus intéressant qu'elle peut du coup répercuter pour le consommateur également. Et il y a aussi des budgets marketing qui sont un peu moins présents. Tout à fait. Autre chose sur la partie prix, est-ce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai le sentiment que plus c'est sain, plus c'est cher. Est-ce que c'est une mauvaise lecture des choses, un abus de mon côté, ou tu confirmes que c'est le cas? C'est une bonne question et en fait, la réponse qui va peut-être te surprendre, c'est que si tu regardes genre vraiment la photo globale, c'est moins cher. Et je t'explique pourquoi. Clairement, quand tu vas regarder l'étiquette d'un produit qui est bio, qui est sain, etc., très souvent, en fait, il est plus cher. Pourquoi? Parce que derrière, c'est pas de la grosse industrialisation, c'est des plus petites productions. Le label bio, par exemple, il nécessite de faire un peu plus de concessions sur certaines choses. C'est plus compliqué à appliquer. Un produit dans lequel il y a des ingrédients qui sont pas processés, etc.,
clairement, c'est des processus qui sont parfois moins industrialisés, qui sont plus, je dirais, traditionnels. Donc, ça se répercute à un moment aussi dans le prix. Les plus grosses marques qui font le plus de gros chiffres dans l'industrie alimentaire, c'est des marques clairement qui sont dans lesquelles les produits sont ultra processés, qui sont sur des énormes chaînes de production, sur lesquelles on va s'assurer que derrière ça plaise aux clients, que en termes de goût, que ce soit super addictif, que la couleur, pareil, il y a une espèce d'addiction à la couleur parce que en fait c'est plus joli, avec des dates de péremption qui sont super longues, etc. Et donc on va rajouter beaucoup d'ingrédients qui sont cheap, des trucs qui sont synthétisés et pas naturels, et du coup beaucoup d'ingrédients qui sont moins chers. Clairement, c'est aujourd'hui moins cher en fait très souvent d'acheter un sucre qui est raffiné plutôt qu'un sucre qui l'est pas. Et c'est un peu contre-intuitif parce que le sucre qui est pas raffiné, en fait, il y a eu moins de travail dessus. Mais en fait, les grosses usines qui produisent les plus grosses usines qui produisent du sucre, c'est du sucre raffiné, donc elles bénéficient de beaucoup d'économies d'échelle, et au final, le sucre raffiné va être moins cher que le sucre non raffiné qui a, entre guillemets, un petit peu moins de succès. Et donc, ouais, si tu regardes purement les étiquettes, dans beaucoup de cas, c'est le cas. Dans beaucoup de cas, le produit est moins cher. Par contre, si tu regardes, en fait, le panier global, ou si tu le mets dans un contexte plus global, en fait, au final, tu auras moins de problèmes si tu consommes des produits qui sont plus sains, moins de problèmes de maladies et tout. Donc, tu pourrais dire, en fait, mon médecin, il me coûtera moins cher. J'aurai moins de trucs à payer par la suite pour me soigner, etc. Et puis aussi, très souvent, en fait, ils sont moins addictifs, les produits. Donc, tu consommes en moins grande quantité. En fait, par exemple, si je prends l'exemple des fruits, tu vas consommer une pomme et tu vas pas te mettre 3 pommes. Là où, en fait, une tablette de chocolat dans laquelle il y a beaucoup de sucre, c'est hyper addictif. Ça te donne un gros pic de glycémie. Du coup, après, tu as un down de ta glycémie, et donc tu as envie de nouveau de sucre, etc. Donc, c'est pour ça que les gens s'arrêtent pas à un carreau. Donc, en fait, l'industrie, elle a bien fait le truc. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi, en fait, à créer une espèce d'addiction sur tous ces produits qui sont ultra transformés, dans lesquels il y a beaucoup de sucre, et le sucre est aujourd'hui une grosse addiction. Donc voilà. La réponse, du coup, est a priori, c'est pas plus coûteux. Mais voilà, il faut pas juste se fier aux étiquettes de prix. Bien. Un mot sur l'éco-responsabilité. C'est une démarche importante chez toi. Au-delà des produits durables et éco-responsables que tu peux proposer, est-ce que on a des leviers d'éco-responsabilité en tant qu'entrepreneur dans le monde du e-commerce, au-delà des produits que tu vends? Est-ce que tu as des leviers Ah oui, bien sûr. Il y a supply chain ou autre, des choses que vous avez mis en place? Beaucoup de choses dans la logistique. Clairement, il y a plein de choses que tu peux faire. Aujourd'hui, tu peux travailler avec des matériaux qui sont 100% recyclés, recyclables. Tu peux avoir même de la consigne. Tu vois, nous, on le fait pas parce que c'est assez compliqué à mettre en place, et que c'est très coûteux parce qu'il faut revenir chercher après les caisses ou les bocaux des gens. Mais tu peux aller très loin, en fait, dans le packaging pour la livraison. Et aujourd'hui, par exemple, dans le cas de Quasi Demi, nous, on va récupérer les cartons de nos fournisseurs qu'on va broyer et réutiliser pour protéger nos produits. On utilise de la fécule de pomme, du tape, donc du papier collant en fécule de pomme de terre, plutôt que du papier collant en plastique. Donc, il y a vraiment moyen d'aller loin là-dessus. Après, souvent, ça coûte plus cher que le plastique. Donc, voilà, il y a parfois des trade-offs et un choix à faire, en fait, entre je fais de l'écologique ou en fait je réduis mes coûts. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est pas encore facile à mettre en place pour tout le monde, et c'est pas forcément intuitif quand tu vois que ton papier collant il te coûte 2 fois ou 3 fois le prix si tu le fais de manière écologique versus le bon papier collant en plastique. Donc voilà, il y a ce côté-là. Il y a la méthode de la livraison. Alors le mieux, c'est la livraison à vélo. Il y a rien à faire, le vélo pollue juste pas. Mais si c'est pas possible, t'as la livraison à véhicule électrique qui est assez intéressante. T'as la livraison en point relais qui est beaucoup plus intéressante que la livraison à domicile, parce que le facteur va concentrer, en fait, son dépôt de colis à un seul et même endroit. Et donc il y a moins de déplacement, en fait, de la part du facteur à plusieurs endroits. Et puis le client, très souvent, les points relais, il y en a beaucoup il y en a partout. Je pense que certaines sociétés de livraison, elles s'assurent d'avoir des points relais à une distance de max 10 km de tous les consommateurs. Donc
a priori, t'as pas besoin d'aller prendre un véhicule pour aller chercher ton parler. Et quand je dis 10 kilomètres, quand tu es dans les grandes villes, en général, c'est plutôt 1, voire 2. Donc, tu peux y aller à pied pour chercher ton colis. Donc, beaucoup de choses à faire sur la logistique. Pas mal de choses aussi à faire tout simplement en tant qu'entreprise. Tu vois, nous, on va récupérer l'eau de pluie, on a des panneaux solaires sur le toit. On offre les repas dans l'entreprise, ils sont exclusivement végétariens. Parce qu'à nouveau, la consommation de viande, etc., ce sont des choses qui polluent davantage. On a des programmes intéressants pour avoir un vélo en tant qu'employé. Donc bref, il y a beaucoup de choses en tant qu'entreprise, pas juste en tant qu'e-commerce que tu peux mettre en place. Et nous, ça fait vraiment partie de la politique, je dirais, globale de l'entreprise, c'est de se dire, on veut avoir un impact environnemental qui est le meilleur possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les produits, comme tu l'as mentionné, où clairement dans la sélection produits, tu peux t'assurer qu'en fait tu proposes des produits qui sont avec des packaging qui sont plus sustainable, qui sont plus locaux, etc. Donc ouais, pas mal de choses à faire en tant qu'e-commerce. Non, très clair. C'est sûr. C'est des leviers intéressants, des idées. Au niveau je voulais revenir sur le projet, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a eu quand même énormément de va-et-vient de décisions dans un sens, dans un autre et autre. Si on prend un peu de recul sur le projet dans lequel tu t'es lancé, il y a un moment donné où tu dois prendre des risques, où tu te mets un peu sous pression et tu parce que tu sais pas si ça va se développer, mais tu pars du principe, donc t'investis. Avec le recul, quelles ont été les prises de risques payantes que tu as été amené à faire, les bonnes prises de risques, les bonnes idées, les bonnes choses après coup que tu as été amené à faire? Ouais. Qu'est-ce que j'ai été amenée à faire? Mais j'ai changé complètement le business model de Casi Demi au bout de 6 mois. Ça, je pense que ça a été la plus grosse prise de risque. Où en fait, initialement, c'était un e-commerce assez classique où on faisait une marge sur chaque produit qu'on vendait. Et à un moment, en fait, je me suis dit, on n'a pas assez de récurrence. Il y a beaucoup de compétition et c'est très facile d'aller chez le concurrent en fait quand tu es en ligne. Pourquoi? Parce que tu es un clic du site internet du concurrent. Tu peux super facilement comparer les prix. C'est pas comme si tu vois ton supermarché physique il est au coin de ta rue, c'est facile, tu vas jamais changer en fait parce que c'est super pratique, il est juste à côté de chez toi. L'e-commerce en fait ça se remplace, il y a moins de fidélité de manière générale que dans les boutiques physiques. Et je me suis dit en fait comment est-ce que je peux résoudre ce problème-là, parce que tu as tendance à dépenser aussi beaucoup en marketing au début pour acquérir un premier client, en particulier quand tu es une boîte qui est pas connue, parce que tu dois créer cette notoriété, que les gens, en fait, ils doivent venir 4, 5 fois, 10 fois sur ton site avant de passer leur première commande parce que, ouais, ils ont besoin de s'assurer, en fait, qu'ils peuvent faire confiance. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette thématique de, rétention. Et en fait, j'en suis venue à me dire, il faut que je teste, en fait, un changement de business model. Et ce changement de business model, ça a été la proposition d'un membership, donc d'un abonnement sur Casi Demi, qui est une sorte de carte de fidélité, qui est aujourd'hui encore vraiment au centre en fait du business model, une sorte de carte de fidélité que le client paye, qui coûte 59 € par an la première année, et qui donne ensuite accès à des réductions sur l'ensemble des produits du site. Donc en fait, on a fait le choix, si tu veux, de troquer un petit peu les marges qu'on fait sur les produits contre de la fidélité client. Et donc aujourd'hui, on a 90% de nos clients qui sont des clients membres, qui prennent cette carte de fidélité et qui du coup, comme ils ont cette carte de fidélité, ils ont cet avantage prix qu'ils ont chez nous et qu'ils n'ont pas ailleurs. Et nous, derrière, en fait, on a un client qui est récurrent, etc., ce qui nous permet en fait derrière d'aller générer des plus gros volumes parce qu'on a plus de clients, du coup d'avoir accès à des prix qui sont plus intéressants, de pouvoir faire de la MDD, donc de pouvoir avoir la marque Casi Demi parce que si tu as des trop petits volumes, tu peux pas le faire. Donc, ça nous permet de bénéficier de prix qui sont plus intéressants auprès de producteurs directement. Et donc, ouais, je dirais que ça a été vraiment le gros pivot et c'était, ouais. Tu l'avais déjà vu ailleurs, ce système de membership? Ouais. Je l'avais vu aux US, et à Londres aussi, t'as Cisco t'as Tesco, pardon, qui fonctionne avec un système similaire, mais ça a été un peu, je me suis dit, et ça représente quoi comme part de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, c'est 10% de notre chiffre d'affaires, les aliments. Et le reste, c'est les produits. Impressionnant. Et ça amène aussi la dimension communauté. Exactement, ça amène la dimension communauté. Est-ce que tu penses que la communauté est née de cette démarche-là ou elle existait avant? Non, elle est clairement née de cette démarche-là parce que, en fait, à partir du moment où un client vient chez toi, sait qu'il va venir chez toi de manière récurrente,
il a envie de faire partie de l'aventure. Il a envie de s'assurer que tu rajoutes les bons produits qu'il a l'habitude de consommer. Donc, on va avoir des gens qui probablement recommandent 10 fois plus de produits sur Casidomi que dans n'importe quel autre supermarché parce que ils savent que derrière, ils vont continuer à venir et venir et venir. Et nous, on a toujours été très à l'écoute aussi de ça et très communicatif, tu vois. Donc, quand on a des consommateurs qui nous disent on veut à tout prix que vous rajoutiez telle marque, après, on va dire bon, ben voilà, on vous a écouté, on a rajouté cette marque-là. Et on le fait, que ce soit pour des ajouts de produits, on le fait aussi pour des produits de la marque Casidomi. Hier encore ou ce matin, je sais plus, je voyais notre community manager qui postait sur notre compte Instagram une story dans laquelle il y a 3 mois, elle demandait est-ce que vous voulez qu'on fasse des plus gros contenants pour nos produits beurre de cacahuètes, etc. Et la communauté, on a eu des centaines de personnes qui ont dit oui, on voudrait des pots de 500 grammes. Et hier c'était hier. Là, on avait rajouté ces pots de 500 grammes. Et donc, tu vois, tout ça pour dire qu'il y a une vraie écoute et il y a une vraie co-construction parce que nous, au final, on a envie que l'offre soit la meilleure possible pour le client. Et c'est dans notre intérêt. Et pour le client, en fait, il a envie d'avoir aussi le meilleur choix possible. Et donc, le business model nous a clairement, je dis pas que c'est pas possible sans ce business model-là, mais ça nous a clairement aidé à créer cet aspect communautaire parce que, de nouveau, il y a de la fidélité derrière et de la récurrence. Cette communauté, elle est sous forme de membership, elle est sur Insta. Quels sont les canaux de communication avec cette communauté? Et tu viens de dire un peu, mais ça m'intéresse aussi de comprendre dans les grandes lignes la mécanique qui te permet d'entretenir cette communauté. Au départ, il y a un projet entrepreneurial qui est assez attachant, on a envie de participer, on a envie de contribuer. Cette notion d'entrepreneuriat, aujourd'hui, elle doit exister, mais elle est peut-être un peu moins excitante qu'avant parce que la boîte commence à être établie et donc il y a un peu moins de, on se sent un peu moins participer à ce projet de lancement. La boîte est quand même bien lancée. Mais comment tu l'entretiens? Il y a ton personal branding, il y a le community management, les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dresser un petit paysage de cette mécanique communautaire? Ouais, bien sûr. Alors nous, on continue vraiment à communiquer beaucoup, tu vois, sur le côté humain de la boîte, etc. On n'a pas perdu cet aspect-là. Et il y a beaucoup de clients qui continuent à être chez nous parce que c'est une aventure entrepreneuriale, parce que derrière, c'est un chouette projet avec des chouettes valeurs, etc. Tu vois, donc il y a quand même ce lien de proximité qui est resté. Et il y en a pas beaucoup qui nous voient aujourd'hui comme la grosse boîte parce qu'on a ce côté très humain où on est à l'écoute, où on est à un coup de téléphone de tout le monde, il y a peu de hiérarchie, etc. Donc ça, on l'a assez bien conservé. Alors clairement, Instagram reste un gros vecteur pour maintenir et communiquer avec cette communauté. Ça c'est une chose. On fait beaucoup d'emailing. Donc nous, 30% de notre CA c'est grâce au mail. Et on fait beaucoup d'emailing segmenté. Donc tu vois, on n'envoie pas les mêmes messages à tout le monde. On connaît les intérêts de nos clients et donc on va s'assurer derrière que les messages qui sont envoyés soient adaptés. Et puis le dernier gros élément, c'est notre service client où je pense qu'on a un service client qui est probablement plus gros que dans beaucoup d'entreprises si tu regardes par rapport au chiffre d'affaires, mais parce qu'on a envie d'avoir des gens qui sont des clients qui reçoivent une réponse hyper rapidement, qui reçoivent une bonne réponse aussi, peu importe la thématique, tu vois. Donc on va aussi avoir un service client qui est formé à répondre à des questions de nutrition, etc. Et donc ça c'est assez important, de sorte que en fait on a beaucoup de clients aujourd'hui qui viennent sur le site et qui disent qu'est-ce que vous me conseillez en fait, comment est-ce que je peux utiliser ce produit, tu vois. Donc on entre dans un peu ce côté éducationnel. On va expliquer, notre service client, il passe pas juste son temps à répondre à où est ma commande, ou j'ai eu un problème, etc. C'est aussi beaucoup d'échanges en fait, ce qui permet de renforcer ce lien et cette proximité avec le consommateur. La partie service client, tu utilises une techno particulière ou une plateforme particulière pour ça? On utilise Zendesk, qui est pour le coup une des plateformes très connues sur le marché, qui est très bien, qui permet d'automatiser toute une série de choses. Donc, et on utilise Aircall pour les appels. Ok, effectivement, une bonne référence. Au niveau de des mauvaises décisions, est-ce qu'il y a une décision, un choix que tu as fait qui s'est avéré assez mauvais et que tu regrettes? Ou que tu as regretté? Alors bon, moi je pars du principe qu'une fois que quelque chose est fait, ça sert à rien d'avoir des regrets. Il faut plutôt tirer des apprentissages. Et donc franchement, on s'est planté un milliard de fois et tous les entrepreneurs se plantent
tout le temps. Le jour où tu me présentes un entrepreneur qui s'est jamais planté, waouh. Mais donc oui, clairement, il y a eu plein de learning, plein de choses qu'on a apprises parce qu'on s'est planté. On n'a jamais pris de décision où vraiment on s'est dit waouh, là c'était la catastrophe, la boîte a failli s'écrouler. Parce que de manière générale, les décisions sont assez raisonnées. J'ai la chance d'avoir un associé aussi dans la boîte depuis 4-5 ans. Et du coup, la prise de décision, c'est pas juste moi, ce qui permet parfois, c'est cool d'avoir un autre son de cloche, d'avoir une autre personne avec qui contrebalance parfois aussi, tu vois, certaines idées ou certaines décisions. Et ouais, pour te donner un exemple, ouais, je pense qu'au début, en fait, on a voulu une des erreurs du début, on a voulu faire du B2B, donc livrer aussi aux entreprises. Alors qu'au début, tu dois en fait être focus et tu dois vraiment te concentrer sur une chose à la fois. Tu vois, t'as déjà tellement de choses à faire et en général, quand tu te lances, t'as pas une grosse équipe que si tu t'éparpilles un peu dans tous les sens, mais au final, ça peut vite être compliqué. Donc au début, il y a eu des entreprises qui m'ont contacté en me disant hey, voilà, on aimerait bien avoir des packs de produits. Des packs de snacks sains livrés au bureau une fois par semaine. Et j'étais trop bien, génial, oui, d'office, tu vois, c'est du chiffre d'affaires en plus. Et au début, tu dis pas loin du chiffre d'affaires. Sauf que après, ça a été mais il nous faudrait aussi des paniers de fruits. Mais moi, je faisais pas de paniers de fruits, je faisais pas de frais à l'époque. Et donc, j'ai commencé à essayer de trouver des fournisseurs de fruits, donc à livrer ces boîtes avec des fruits également. Mais du coup, c'était plus des livraisons classiques avec les services de livraison qu'on connaît. Style GLS, Chronopost, etc. Je devais faire de la livraison avec des particuliers, des professionnels, mais spécialisés en fait dans ce type de livraison parce qu'il y avait des produits frais, etc. Et bref, j'ai commencé en fait à passer beaucoup de temps là-dessus. Et c'était beaucoup d'admin, etc. Et c'était un autre modèle. Je devais mettre une personne de mon équipe pour faire du sales et appeler les entreprises parce que pour pouvoir rentabiliser les livraisons, j'avais besoin d'avoir des volumes suffisants. Et en fait, à un moment, je me suis dit waouh. Ce qui est en train de grandir le plus, c'est le B2C. Et moi, je suis en train de passer, en fait, la plupart de mon temps à gérer le B2B. Et je me suis juste dit, il y a un problème quelque part. Je suis en train de perdre mon focus. Et donc, j'ai, au bout de quelques mois, dit, OK, on arrête, on coupe complètement le B2B. Peut-être qu'un jour, quand on sera plus grand, et aujourd'hui, on le fait, on refera du B2B, mais c'est pas notre priorité, tu vois. Donc ça a été un peu une des erreurs du début où j'ai dépensé de l'argent, où moi-même je me suis un peu perdue, etc. dans une autre activité qui était très intéressante parce qui paraissait en tout cas très intéressante parce qu'elle était génératrice de revenus, mais qui derrière servait pas la raison d'être de Casidomi, tu vois, l'e-commerce, etc. Exact. Bien. T'as appris un paquet de trucs, j'imagine. Ça fait 8 ans que t'es aux commandes de ce navire. Tu dois pas être la même personne maintenant que celle que t'étais avant. Je pense aux apprentissages en termes de technique, en termes de management, en termes de délégation, en termes de marketing, de communication, de toutes les opérations qui vont avec, de produits et même sur la partie technique, environnementale et nutritionnelle. Comment tu fais pour apprendre aujourd'hui? Est-ce que tu es du genre à bouquiner, à aller chercher du contenu ou plutôt à rencontrer des gens ou à apprendre par toi-même en disant learning by doing? Quels sont tes moyens d'apprentissage? Ouais, c'est une bonne question. Bah écoute, j'ai beaucoup de canaux différents. Clairement, moi, je reste encore une entrepreneur aujourd'hui, même si mon rôle est de plus en plus le rôle d'un manager. Mais donc, j'aime encore faire des choses moi-même. Sur certains sujets, parfois, je me plonge dans un sujet marketing dans lequel l'équipe est pas encore performante et je vais aller jusqu'au bout du truc et apporter une nouvelle compétence, on va dire, dans l'équipe. Et ça, je le fais parfois un peu, tu vois, dans mon temps libre parce que j'aime découvrir des nouvelles choses, j'aime créer de la valeur sur un truc d'une manière qu'on n'utilisait pas forcément avant. Donc ça, c'est learning by doing. Typiquement, c'est je mets les mains dans le cambouis. Et, tu vois, un bon exemple, c'est dans notre service client, on avait un service client très tradi où on avait des templates, on répondait aux clients, etc. Mais on a beaucoup de questions qui sont des questions sur les produits, comme je te le mentionnais. Et je me suis dit, en fait, avec l'émergence de l'AI et d'outils comme ChatGPT,
il y a moyen de faire gagner beaucoup de temps en fait à notre équipe. Et donc j'ai commencé à implémenter, à regarder en tout cas déjà, parce que c'est pas encore totalement implémenté, comment utiliser l'AI pour répondre aux questions des clients en leur proposant au final une réponse qui est plus complète et meilleure et qui fait aussi gagner du temps à notre équipe, tu vois. Donc c'est des sujets sur lesquels je bosse de temps en temps, qui me passionnent. Donc ça c'est une chose. Une deuxième c'est clairement j'écoute beaucoup de podcasts. Je lis beaucoup, mais c'est un peu la montagne russe. Donc parfois, j'adore lire, je suis plongée dans un truc que je vais dévorer très rapidement. Et puis il y a parfois des moments où j'ai juste pas envie de lire, j'ai eu une grosse journée, et j'ai pas envie le soir de me remettre, si tu veux, de nouveau dans un bouquin qui va me faire penser business, etc. Donc j'ai beaucoup lu par le passé, et aujourd'hui, ouais, ça dépend vachement des phases. J'ai beaucoup plus de facilité à lire quand je suis en vacances, plutôt que le soir ou grosse journée, etc. Là, on a eu un début d'année qui a été extrêmement chargé avec migration, développement d'une app, lancement des produits frais, déménagement d'entrepôt, etc. Et tu vois, c'est typiquement le genre de période où je rentre chez moi. Autant un podcast, ça passe pendant que je cours, etc. Autant le bouquin, je m'endors devant ou ça m'empêche de dormir parce que j'ai déjà tellement de trucs en tête, tu vois. Donc ça dépend un petit peu des périodes, mais jusqu'à maintenant, j'ai clairement beaucoup appris dans les livres. Le dernier point, moi, je suis une personne qui adore rencontrer des gens. J'adore passer du temps avec les gens. Il y a plein d'entrepreneurs incroyables, plein de gens qui sont passés par les mêmes étapes que moi, qui sont passés par des étapes que moi j'ai pas encore vécues et tout. Et pour moi, l'entrepreneuriat, un des gros atouts en fait, c'est que c'est très collaboratif. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup d'entraide. Il y a plein de réseaux d'entrepreneurs qui sont top, dans lesquels moi j'ai été mise en relation avec vraiment des super personnes. Et parfois en fait, c'est un échange avec une personne qui est passée par la même case que toi ou qui fait aussi de l'e-commerce ou quoi, qui va te donner un conseil et tu te dis waouh, c'est dingue, je vais l'implémenter et puis ça va changer les choses, tu vois. Et parfois t'as beau avoir, tu peux lire 10 bouquins, c'est pas ça qui va vraiment te changer les choses. Les bouquins en plus très souvent, tu vois, c'est des Elon Musk et des personnes qui sont à des milliers de kilomètres de ce que toi tu fais aujourd'hui, mais qui sont super inspirants, donc c'est cool aussi de lire ça. Mais tu vois, avoir le discours de la personne qui, comme toi, a mis les mains dans le cambouis, qui, comme toi, elle a fait une levée ou elle a des problèmes RH ou elle est en train d'essayer de changer la manière dont elle fait son marketing parce que les coûts d'acquisition sont en énorme boom. C'est cette discussion-là qui va vraiment te donner un déclic que tu vas implémenter dans ta boîte et qui va faire la différence, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est un business people au final. L'entrepreneuriat, il faut en permanence échanger, il faut sortir de chez soi. Et visiblement, un apprentissage permanent. Exact, tout à fait. C'est avant tout de la curiosité et de l'apprentissage. Avec cette vie à 200 à l'heure, là, et tous ces sujets dont on parle, et il y en a encore plein d'autres, donc on n'aborde absolument pas. Tu t'es rentré récemment au bord de Decathlon Marketplace, par exemple. Tu te simplifies pas la vie. T'as pas décidé de te concentrer sur qu'un seul projet. À quoi ressemblent tes routines et un peu tes learnings en termes d'organisation perso, gestion d'agenda? Moi, ça me passionne un peu de savoir comment est-ce que on se discipline, on se fait des routines et autres, pour que tu arrives à caler tout ça, à garder le sourire, à être avec moi aujourd'hui et à faire du sport en étant tout en étant entrepreneur. Ça m'intéresse de comprendre un peu les mécaniques et un peu tes apprentissages là-dessus. Ouais. Écoute, moi, je suis quelqu'un de très organisé. Et si tu veux bien gérer ta vie, je pense qu'il faut être organisé. Donc, je prépare, toutes mes semaines sont préparées à l'avance. Donc le dimanche soir, je sais exactement ce que je vais faire chaque jour de ma semaine. J'ai mes slots de sport, donc moi je fais du sport 3 à 4 fois par semaine minimum. Mais c'est mis dans mon agenda. J'ai mes blocs pour faire ça et je sais que si je le fais pas, ça va pas être fait. Je vais toujours avoir un autre truc, etc. Ou tu vois, il y a un meeting qui va tomber au moment où j'aurai, ou il y aura eu un dîner ou quoi. Donc tu vois, j'ai vraiment mes blocs pour mon sport et c'est un des trucs qui contribue beaucoup à mon bien-être et je prends le temps de le faire et qui bouge pas, voilà, exactement. Puis après, forcément, mes semaines sont toujours bien organisées d'un point de vue pro avec mes rendez-vous, etc. Je suis quelqu'un qui aime ça, qui est rassuré par le fait de savoir en fait ce que je vais faire et j'aime pas trop le last minute et tout parce que ça peut chambouler mes plans. Et puis, ouais, sur ta question par rapport au board de Decathlon, j'adore voir des nouvelles personnes et
de temps en temps, j'aime bien être chez moi et faire une soirée chill, tu vois, sans rien faire et tout. Mais la plupart du temps, j'aime bien être dehors, faire des choses et tout. Et Alain, qui est mon associé chez Quasi-Demi, mais aussi dans la vie, est pareil que moi. Et tu vois, quand t'as deux personnes qui ont un peu la bougeotte en permanence, en fait, tu te retrouves tout le temps à bouger parce que quand l'un bouge, toi, tu bouges aussi. Donc voilà. Et il y a plein de choses à découvrir. On a tous les deux une grosse soif d'apprendre. Et donc, ouais, au bord d'une boîte comme Decathlon, moi, je le vois comme presque, tu vois, un plaisir où je vais apprendre plein de choses. Donc, je crois que Quasi-Demi, on en est juste au début. Il y a des milliers de choses qu'on peut encore mettre en place et voir comment ça se passe dans une boîte comme Decat. Je suis comme une pile électrique, tu vois, dans ce genre de meeting où je me dis mais il y a ci, il y a ça je pourrais appliquer là, tout en donnant aussi des conseils, tu vois, parce que il y a aussi certains apprentissages que nous on a fait qui valent la peine d'être partagés avec eux, tu vois. Et donc quand t'es excité par ton Surtout business que Decat, pour être en contact avec eux, la démarche pardon, je suis désolé, ça coupe un peu, mais la démarche de sens, la démarche d'éco-responsabilité, la démarche enfin, il y a une proximité quand même avec le positionnement que tu peux avoir et les enjeux que eux veulent adresser aussi. Ouais, tout à fait. Et donc, tu vois, quand t'es excité t'aimes ce que tu fais, ce que moi j'adore ce que je fais chez Quasi-Demi. Il y a des moments qui sont difficiles, mais globalement, j'adore ce que je fais. Mais t'as envie en permanence de faire des liens, de voir quand tu vois qu'est-ce que d'autres personnes, d'autres choses, d'autres meetings, d'autres events, etc. peuvent t'apporter. Donc voilà. Et après, j'ai aussi des moments où j'ai juste envie de mettre, tu vois, un stop et de dire bon, ce soir, en fait, je fais un dîner avec mes potes, ne me parlez pas de Quasi-Demi, tu vois, je pars en vacances et c'est clap d'ordi et tu vois, je m'assure que mon équipe derrière puisse prendre le relais. Donc, mais c'est beaucoup d'organisation. Je pense que c'est vraiment ça mon secret, c'est des to-do bien clairs, un agenda qui est prêt à l'avance avec, tu vois, les slots sport, les slots travail, les slots soirée, détente, etc. Donc, je suis un peu la maniaque de l'agenda parfait. Bon, bah, tu me fais rêver. Au niveau dernière question avant de passer aux questions plus rapides. Quasi-Demi, il se développe pas mal. 50 000 euros de levée de fonds en 2017, 7 millions en 2020. Marché qui devient de plus en plus tendu pour vous et compétitif parce que vous n'êtes pas les seuls sur le créneau de l'alimentation saine. Des acquisitions récemment qui te mettent un pied dans des univers nouveaux de cosmétiques, mais aussi, je pense à l'univers du bébé et de ce qui tourne autour de la santé du bébé. Comment est-ce que Quasi-Demi va se démarquer dans les années à venir de cette concurrence féroce de plus en plus présente chaque jour? Alors, si je peux me permettre, je vais revenir sur un des éléments que tu as mentionné où tu as dit il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent dans l'alimentation saine, dans les produits sains, etc. Et en fait, c'est pas vrai. Si tu regardes le milieu des supermarchés, du retail, il y a beaucoup d'acteurs qui sont forcément traditionnels. Quand je dis traditionnels, c'est les supermarchés classiques qu'on connaît tous. Et tu as beaucoup d'acteurs positionnés dans le bio. Il y a des acteurs qui se positionnent vraiment sur l'aspect santé, durabilité. Tu en as très, très peu, en fait. Il y a aujourd'hui très peu d'e-commerce ou de magasins physiques qui ont une charte dans laquelle ils vont dire de manière très transparente à leurs clients, ça, on n'accepte pas. Et c'est pas parce qu'un produit est bio et sain. Donc, tu vois, bio, c'est clairement mieux parce que ça veut dire que derrière, il y a moins de pesticides, etc. Mais derrière, ça veut pas dire qu'il y a des additifs, qu'il y a pas d'additifs qui sont nocifs, que le produit ne contient pas trop de sucre, trop de sel, de l'huile de palme, etc., etc. Donc, tu vois, nous, on se positionne quand même sur un créneau qui est, je dirais, un peu plus spécifique, qui est vraiment celui de la santé et de la durabilité, parce qu'on fait aussi pas mal de pas dans cette direction. Donc, on reste, tu vois, quand même assez différents et avec des valeurs qui nous sont assez propres, en tout cas pour le moment. Après, je souhaite au marché de se développer parce que il faut qu'on aille vers un mieux dans nos modes de consommation. Et sinon, tu l'as mentionné, ouais, on fait pas mal d'acquisitions. Enfin, on en a déjà fait 2-3 là, et on continue dans cette voie-là parce que le marché, comme tu l'as dit, il va pas très bien pour le moment. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en déclin. Le marché du bio, il était en augmentation très très forte.
Et puis là, ça fait quelques mois, voire même, je pense, 2 ans qu'il est en déclin. L'e-commerce, il est aussi en déclin et on le voit, même les grosses boîtes sont touchées. Amazon, ils sont passés par des vagues de licenciements assez gigantesques récemment, etc. Donc l'e-commerce est touché. Donc ouais, de manière générale, dans le digital, dans le retail, il y a un gros chamboulement qui est en train de se mettre en place. Et certains acteurs qui sont bien fundés, qui ont du financement, etc., je pense vont continuer à survivre. Et d'autres acteurs, si en fait ils continuent à avoir la même structure de coûts, mais que derrière leur vente baisse et qu'ils n'ont pas de cash et qu'ils n'ont pas d'argent en banque pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ben, il y a un risque derrière qui est plus élevé de faillite, etc. Et c'est ce qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui. Nous, on a franchement presque une fois toutes les 2 semaines un acteur, que ce soit un fournisseur ou un acteur tiers, qui nous contacte en nous disant bon ben voilà, c'est terminé quoi. Donc on voit clairement que le marché est compliqué. Mais du coup, nous on croit beaucoup dans la consolidation et c'est la raison pour laquelle on a racheté quelques entreprises. Et les avantages de la consolidation, c'est que bon, il faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire avec des boîtes pour lesquelles il y a une grosse réflexion qui s'est faite en amont. Mais il y a beaucoup de synergies à faire. Et donc, tu vois, typiquement, tu mentionnais la boîte pour bébé, Bébé au naturel, qui est une super boîte qui vend des produits pour bébé. Ça va des couches aux produits alimentaires, au lait. Il y a aussi une marketplace dessus, donc on va vendre des lits pour bébé, etc. Mais cette boîte-là, même valeur que nous, parce que tu vois, focus vers du plus naturel, etc. Mais ils font de l'e-commerce. Donc, on est dans le même entrepôt aujourd'hui. Donc, tu vois, il y a des économies d'échelle d'un point de vue préparation des colis, etc. Les mêmes transporteurs. Donc, tu vois, on a doublé nos volumes auprès des transporteurs. Et donc, pareil, on arrive à réduire les coûts des deux côtés. Même société qui te propose les packaging, les emballages et tout. Donc, pareil, tu vois, grosse économie d'échelle là-dessus. Beaucoup de fournisseurs en commun. Chez Casi Demi, on a aussi, tu vois, une catégorie produits pour bébé. Chez Bébé Naturel, ils vendent aussi un petit peu d'alimentaire. On reste bien évidemment spécialiste. Eux, c'est vraiment le spécialiste du bébé. Nous, on a un petit assortiment et inversement pour l'alimentaire chez eux. Et donc, tu vois, on arrive aujourd'hui pour certains produits, les proposer à des prix qui sont plus intéressants ou avoir des meilleures marges sur certains produits, etc. Récemment, on s'est dit on a du papier toilette. Bon, tu me diras, exemple pas très sexy, mais voilà, on avait du papier toilette sur Casi Demi, mais qui était très cher par rapport à ce qu'on pouvait retrouver en grande surface. En groupant les volumes de bébé au naturel et de Casi Demi, aujourd'hui, on arrive en fait à travailler en direct avec une marque qui nous propose du papier toilette, qu'on arrive à proposer moins cher pour le client. Tu vois, donc c'est en fait du win-win parce que nous, on arrive à avoir des économies d'échelle et à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et de l'autre côté, pour le client, en fait, c'est aussi plus intéressant. Et donc, tu vois, cette consolidation permet vraiment d'aller créer beaucoup de synergies. Et là, je t'ai mentionné beaucoup de synergies opérationnelles, mais il y en a aussi à l'échelle des équipes, tu vois. Donc, on va avoir un CFO pour plusieurs boîtes, une personne pour gérer les ressources humaines pour plusieurs boîtes, etc. Donc, ça permet en fait aux entreprises d'être plus efficientes, d'avoir une structure de coût qui est moins élevée, tout en, tu vois, continuant à grandir parce que c'est des boîtes qui sont en croissance. Et en t'adressant à la même cible de clients. Bah, canon. Eh ben, Ouais, bravo, ça change de dimension. En tout cas, c'est des projets humainement, techniquement, opérationnellement assez complexes, financièrement aussi, j'imagine. Et la prise de risque est à un autre niveau. Mais c'est passionnant de t'entendre. Bravo pour ce parcours. Je passe aux questions plus rapides, si ça te va. Première question, quelle est la plus grande fierté jusqu'ici dans ta vie? C'est mon équipe. Grosse question. Ouais, grosse question, mais c'est mon équipe, clairement. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose qui me drive beaucoup, tu vois, de voir qu'il y a des gens derrière qui sont motivés, qui sont heureux, qui aiment ce qu'ils font. Donc, ouais, je dois répondre rapidement. C'est des questions rapides avec des réponses rapides. Ouais, exactement. Donc, ouais, je dirais l'équipe. On pourrait y passer 1 heure sur la partie management et construction de cette équipe qui a grandi assez vite. Est-ce qu'il y a un truc essentiel que tu as appris depuis que tu t'es lancé dans Casi Demi? La résilience. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut être très résilient et patient et hyper important, je dirais. Et rien lâcher. Est-ce qu'il y a une boîte qui t'inspire particulièrement dans tous ces gens que tu rencontres, dans toutes ces boîtes qui peuvent t'inspirer, que ce soit dans son exécution, dans son innovation, ou peut-être dans sa communication, que toi qui es très tourné sur ces sujets-là? Mais écoute, il y a une boîte qui m'inspire beaucoup dans ses process, à laquelle je pense parce que je suis en train d'écouter leur podcast, c'est De Braderie, qui est passé récemment sur un podcast. Et donc hyper impressionnant parce que super belle success story. Donc voilà. Et après, des boîtes pour leur valeur, je peux citer Explora Project qui fait des voyages durables, qui est une super top boîte. Il y a Time for the Planet. Enfin, franchement, il y a plein de chouettes boîtes aujourd'hui. Je trouve que
y a beaucoup dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de boîtes qui prennent en considération ces aspects sustainability, je veux faire le bien et tout. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Avec une démarche honnête, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Une rencontre que tu as faite et qui t'aurait marqué, quelqu'un qui t'inspire particulièrement? Mais je dirais mon oncle. Je lui jette beaucoup de fleurs aujourd'hui. Il faudra peut-être qu'il écoute le podcast. Mais donc, ouais, je dirais mon oncle. Ou qu'on l'invite à l'occasion. Ouais, pourquoi pas, il sera ravi. Est-ce qu'il y a des outils ou des apps au quotidien qui t'aident à être plus productif ou qui t'aident à te faciliter ta vie? Ouais, mais nous on utilise la suite Microsoft, donc un peu traditionnelle, mais ils ont plein d'outils qui sont géniaux. Il y a les outils pour faire des to-do, toute l'interface mail, calendrier, etc. Forcément, elle est super pratique, mais j'utilise pas mal leurs outils de to-do. Il y a Notion, que moi, je suis une énorme fan de Notion pour tout ce qui est documentation, des process, etc. Au sein de l'entreprise. Il y a Slack pour tout ce qui est communication. J'utilise aussi des outils, et là c'est plus perso, mais des outils avec mes plannings sportifs. J'utilise PlaySharp, qui est aussi super app. Donc ouais, je suis une grande fan d'app. Je pense que je dois régulièrement d'ailleurs faire le tri dans les apps sur mon téléphone. Et s'il y en a une que tu recommandes à tout le monde d'avoir, que tu as dans ton tel et dont tu pourrais pas te passer? Je vais pas être 100% objectif, mais c'est l'application de Casidomi, forcément. De Casidomi. L'application e-commerce. Ouais. Et en dehors de celle-là, PlaySharp, c'est quoi? C'est une appli qui te permet c'est une appli qui permet de mettre des programmes sportifs que tu peux après, donc tu vois, tu peux dire, OK, lundi, je veux faire ça, mardi, ça, etc. Et puis ça peut se connecter à Strava. Et donc, tes courses, moi, je cours, en l'occurrence, pas mal. Tes courses se mettent après dans ton programme. Et puis, à la fin de ta semaine, t'as vraiment voilà ce que je devais faire, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est pas mal. Donc, ouais, très, très cool app. Bien. Est-ce que dans les entrepreneurs que tu as pu croiser, y en a un qui est dans le monde un peu de l'innovation ou de la tech que tu me recommanderais d'avoir à ce micro pour son parcours et ce qu'il peut partager aux autres? Il y a le fondateur de Cowboy, Tanguy Goretti. Je sais pas si tu Cowboy. Le connais, si tu connais Cowboy, ouais, qui fait des vélos. Je l'ai pas invité, mais il est sur ma liste et je suis fan. Ouais, fan de leur com et de leur c'est un bon pote, vraiment c'est top ce qu'ils font. Ils ont réussi à créer une marque de ouf, un produit vraiment canon sim. Donc ouais, franchement, si tu peux l'avoir, si tu veux une mise en relation, n'hésite pas. Eh bien, avec grand plaisir, je t'en parle après. Un conseil qu'on t'a donné jusqu'ici qui s'est avéré utile pour toi? Un conseil qui s'est avéré utile, je dirais cash is king. Et c'est un conseil de mon oncle aussi, qui m'a toujours dit fais gaffe à ton cash, dépense intelligemment. Et c'est vrai, tu vois. Et quand tu vois beaucoup de boîtes se plantent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas eu une bonne gestion de leur cash, donc c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures, mais qui est crucial. Quel est le son ou la musique du moment que tu pourrais écouter en boucle, ou que tu écoutes en boucle d'ailleurs? Écoute, j'ai été récemment voir le concert de Tones and I, et du coup, ça fait une semaine que j'écoute en boucle toutes ces chansons. Elle a une voix incroyable, donc ouais, je recommande. Bien. Est-ce qu'il y a un truc que tu peux nous dire sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre? Ouf, ça c'est pas facile comme question. Je suis tout le temps en retard. Enfin, je suis une personne qui est ouais, j'aime pas les contraintes d'heure, et donc je suis souvent en retard. Pas très en retard, mais je suis quand même souvent en retard. Parce que quand je suis dans ma bulle, en fait, je suis partie dans mon truc, que ce soit d'ailleurs quand je fais du sport, quand je bosse, etc. Je suis vraiment quelqu'un qui a cette capacité de se mettre dans la bulle, d'oublier tout le reste. Et quand on me dérange dans ma bulle, ouais, c'est parfois un peu frustrant. Donc je vais pas être en retard, si tu veux, si je suis chez moi et que j'ai rien à faire, que j'ai un dîner le soir. Mais par contre, si avant ça j'étais en train de bosser sur un sujet important, je serais prête, si tu veux, si j'avais pas Alain derrière moi qui me dit ouais viens Emma on y va, je serais prête à rester encore 3 heures devant mon ordi, allumer mon dîner et tout pour le terminer, tu vois. Ok, ouais, c'est plus comme ça, parce que le côté retard qui pourrait peut-être être lié à de la désorganisation, ça m'aurait encore plus surpris. Non, c'est pas dans ce sens-là, non. C'est bien ça, c'est de la passion et parce que t'es embarqué sur ton sujet et que tu pourrais tout couper autour. Est-ce qu'il y a une habitude que tu essayes de prendre ou au contraire d'arrêter en ce moment? D'arrêter, non, j'ai arrêté le café. Il y a un petit temps déjà maintenant, qui était une mauvaise habitude que j'avais. J'en buvais beaucoup trop, donc ça, je suis contente d'avoir arrêté. Une habitude que j'essaye de prendre, non, mais comme je te dis, je suis assez organisée de manière générale, donc
Donc, Ouais, je t'arrives pense à que ça va, faire je me débrouille pas trop mal, ouais. Je vois ça. Est-ce qu'il y a un bouquin dans tous ceux que tu as pu lire et que tu nous recommanderais? Alors, Pro il ou y en perso? a même deux que j'ai vraiment adoré, qui m'ont beaucoup appris, plutôt sur le côté pro du coup. Il y a The One Minute Manager, qui est un tout petit bouquin qui t'apprend vraiment de manière très concise à être un bon manager. Et donc, ça te donne vraiment les clés en main pour pouvoir bien gérer tes équipes et adapter ton management en fonction de la personne en face de toi. Parce que, en fait, dans le bouquin, ils expliquent qu'il n'y a pas un type de management, mais il y en a plusieurs. Et tu vas pas manager tout le monde de la même manière, sinon il y aura des problèmes, ça c'est sûr. Donc super top bouquin. Et un autre bouquin que j'ai adoré, c'est Delivering Happiness, un bouquin de Tony Hayes, qui est le fondateur de Zappos, qui est un peu l'équivalent de Zalando aux US. Ouais, qui m'a donné en fait cette envie de création de communauté, de mise du consommateur au centre des préoccupations de Quasi Demi. Donc en fait, c'est un bouquin qui m'a vraiment insufflé beaucoup de chouettes valeurs que j'ai essayé après de transmettre dans la boîte. Pour les clients et pour les employés aussi, quoi, l'environnement de travail. Exact, tout à fait. Clairement. Ouais, tout à fait. Dernière question, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut avoir ton parcours, ce serait lequel? Je dirais qu'il faut oser. Moi, j'y étais un peu au culot, tu sais, j'avais zéro expérience, jamais fait d'e-commerce, zéro expérience en IT, jamais fait de retail, jamais été manager, etc. Et donc, tu vois, je pense que si à un moment je m'étais pas dit, OK, go, je fonce, j'apprends, j'y serais jamais arrivé. Aujourd'hui, j'entends encore beaucoup de personnes wannabe entrepreneurs, mais qui sont là, ah non, j'ose pas parce que je sais pas faire ce truc-là. Il faudrait que j'embauche ça, parce que moi je sais pas le faire et tout. Et en fait, quand t'es entrepreneur, tu mets les mains dans le cambouis, tu trouves des manières de réussir à parvenir à tes fins. Mais si t'oses pas et si t'as pas ce drive au début, ouais, ça va être compliqué, quoi. Et moi, je suis fervente défenseuse du c'est pas grave si tu te plantes. Et je sais que c'est pas encore très fort dans la culture européenne, française ou belge, mais c'est pas un problème. Et moi, les entrepreneurs les plus successful que je connais aujourd'hui, c'est les personnes qui se sont trompées plein de fois. Moi, je me suis trompée plein de fois et c'est comme ça que en fait, j'ai mieux fait la fois d'après. Et donc, il y a très peu de gens qui réussissent leur première boîte d'ailleurs, tu vois. Mais par contre, la deuxième, elle est top. Une petite anecdote, moi, j'avais rencontré à un moment, vous avez une levée de fonds, j'avais rencontré plusieurs fois des VC à Londres, des très beaux VC. Et systématiquement, une des premières questions qu'ils me posaient, c'était est-ce que tu as déjà lancé une boîte avant, tu vois. Et je voyais bien que quand je disais non, il y avait un -1 qui se mettait sur la liste des points, tu vois, parce que ouais, ils auraient bien aimé que ce soit le cas, quitte à ce que je leur dise en fait oui, mais aujourd'hui elle n'existe plus. Mais par contre, voilà les compétences que j'ai acquises et qui me permettent aujourd'hui d'être où je suis, quoi. Bon, et bien sur ces belles paroles, je te remercie, Emna, pour ton temps, pour ce partage d'expérience. C'est canon. On a envie de creuser plein d'autres trucs en t'écoutant. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup et bonne suite à Casidomi et à toi dans ce projet. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.